Je vais débuter par une question. Si vous aviez à retenir une seule phrase ou une expression qu'on a fréquemment entendue ces derniers temps, ça serait laquelle? Ça va bien aller. Effectivement, c'est une des phrases qu'on a lues, entendues dans les médias, à la radio, à la télé. Mais en même temps, c'est paradoxal parce que ces derniers temps, de plus en plus de données témoignent d'un enjeu sociétal en pleine expansion. Je parle ici de la santé mentale. Parmi des milliers de statistiques qui existent, j'aimerais souligner celle de 2018, qui rapportait qu'un étudiant universitaire sur 5 au Québec souffrait de symptômes justifiant la consultation auprès d'un professionnel. Mais finalement, c'est quoi la santé mentale? De quoi parlons-nous? C'est quoi le stress? Est-ce que c'est différent de l'anxiété? Puis, comment savoir si j'en souffre? Et si c'est le cas, est-ce qu'il existe des trucs et astuces pour m'aider? Enfin, quelles sont les ressources disponibles à l'université? Afin de discuter de ces sujets et de nous éclairer, nous recevons aujourd'hui la professeure Véronique Boudreau. Bonjour Véronique, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. Alors avant toute chose, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Je vais prendre quelques minutes pour te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors, psychologue diplômée de l'Université Laval, la professeure Véronique Boudreau est actuellement professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Elle travaille couramment avec des athlètes de niveau international en matière de psychologie du sport. D'ailleurs, ses sujets de recherche portent sur la psychologie du sport et de la performance, la santé mentale des athlètes et les habitudes de vie. Est-ce que ça concorde? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter sur ta présentation? Non, je pense que ça fait un beau portrait. Bon, parfait. Alors, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, c'est un balado particulier puisque nous avons la chance de collaborer avec Félix-Antoine et Yedi, deux membres du mouvement Actiflo. Alors, Yedi, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer c'est quoi le mouvement Actiflo? Donc, Actiflo, ça se résume en 2 mots. Pour les étudiants et par les étudiants. Donc, en gros, c'est une initiative qu'on a partie dans le cours de gestion de projet, justement pour favoriser la santé mentale de la communauté universitaire par le biais de l'activité physique. Super projet, puis ça nous fait plaisir, Balado Explique, là, de collaborer avec vous aujourd'hui. Alors, nos auditrices et nos auditeurs sont maintenant habitués. Nous allons commencer par la fameuse minute de vérité. Je suppose que Véronique, tu n'es pas familière avec notre concept, mais c'est pas grave. On va faire un bref rappel des règles à respecter. Alors, les règles sont très simples. Pendant 1 minute, nous allons te poser différentes questions. Tu peux uniquement répondre par oui ou non, ou par vrai ou faux. Uniquement. Alors évidemment, la réponse n'est jamais noire ou blanche, et c'est pourquoi, par la suite, nous reviendrons sur certaines de tes réponses. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est parfait. C'est parfait? Good. Parfait. Donc, nous allons commencer la minute de vérité. Première question. Quand on parle de santé mentale, on fait exclusivement référence aux troubles dépressifs majeurs, à la schizophrénie, aux troubles bipolaires et aux troubles alimentaires? Faux. Parfait. Deuxième question. Les maladies mentales ne sont pas réelles? Faux. Seule une poignée de personnes vivent avec des problèmes de dépression et d'anxiété. Faux. Le stress, c'est mauvais pour la santé. Absolument faux. La médication est la seule manière de traiter les problèmes de santé mentale. Faux. Stress et anxiété, finalement, c'est un peu la même chose. Vrai. La santé mentale et la santé physique ne sont pas reliées. Faux. Les athlètes sont tous en forme, donc ils ne peuvent pas souffrir de problèmes psychologiques. Faux. Un athlète stressé performera moins bien lors d'une compétition qu'un athlète non stressé. Faux. Parfait. Donc, Une chance qu'on m'a dit que je pourrais revenir sur certaines réponses après l'entrevue. parfait. On va commencer directement avec une question d'introduction, une question d'ouverture, finalement. Pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est quoi, finalement, la santé mentale? Genre, qu'est-ce que c'est? Oui, bien, en fait, c'est une très bonne question d'introduction. Ça vaut la peine de le préciser d'entrée de jeu. En fait, en ce moment, on utilise beaucoup la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui spécifie en fait que la santé mentale, c'est un état de bien-être subjectif dans lequel en fait une personne est capable de réaliser son potentiel, de se sentir aussi en capacité de tolérer, de faire face
aux petits stresseurs de la vie quotidienne. C'est aussi un état dans lequel une personne va être capable de fonctionner, donc de contribuer aussi au fonctionnement de la communauté, d'accomplir un travail productif. Donc, la santé mentale, c'est un état, en fait, c'est un état subjectif de bien-être, mais qui comprend les aspects sociaux, psychologiques, émotionnels, mais aussi comportementaux. Wow! Mais c'est une belle définition, c'est vraiment très complet. Puis j'ai aimé le fait que finalement, ça englobe beaucoup d'aspects. C'est pas juste quelque chose qui est limité à... Peut-être dans l'imaginaire collectif, parfois on s'imagine que c'est juste le fait d'être de bonne humeur, par exemple. Mais ça m'amène justement à poser peut-être une sous-question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut dire que la santé mentale inclut aussi la santé cognitive? C'est-à-dire si quelqu'un est un étudiant puis il y a des difficultés de concentration ou quelqu'un qui est très... disons, c'est-à-dire au niveau de la santé du cerveau, finalement, est-ce que ça a un lien avec la santé mentale? C'est une excellente question. En fait, la santé mentale, il faut vraiment le voir sur un continuum. Hein. C'est un peu comme la santé physique. Donc, une personne, à un moment ou un autre dans sa vie, ou même dans une journée, peut se situer à un niveau ou à un autre sur un continuum allant d'une moins bonne santé mentale perçue, donc d'un état de bien-être subjectif qui est moins élevé à un état plus optimal. Donc, c'est certain aussi qu'il y a différentes choses qui vont affecter l'état de santé mentale d'un individu. Donc, effectivement, si une personne présente des difficultés cognitives, on peut penser que, dépendamment de comment ça va affecter son quotidien, son fonctionnement, bien oui, ça pourrait avoir un effet sur son état de santé mentale. En même temps, c'est pas parce qu'une personne présente des difficultés cognitives ou d'apprentissage que nécessairement cette personne-là va rapporter un niveau de santé mentale qui va être faible. C'est la même chose avec les problématiques de santé mentale. Donc, on sait qu'une personne peut présenter une problématique de santé mentale, donc un trouble, mais rapporter quand même un niveau de bien-être subjectif qui est élevé. Donc, ça réfère à un modèle qu'on appelle le modèle du double continuum, là, qui montre qu'il y a une interaction entre santé mentale et troubles de santé mentale et que les deux états peuvent coexister de la même façon qu'une personne peut ne pas présenter de troubles de santé mentale, mais quand même rapporter un niveau de bien-être qui est faible parce que, pour différentes raisons, par exemple, on peut penser à la pandémie, là, il y a peut-être des gens qui se sont retrouvés dans ce continuum-là. Wow! En tout cas, c'est vraiment... On voit que c'est beaucoup plus complexe que juste ce qu'on peut penser habituellement. La santé mentale, c'est ci, la santé mentale, c'est cela. Ça englobe plusieurs choses. Sur ça, on va revenir sur un des points qu'on a abordé dans la minute de vérité, soit la question du stress et de l'anxiété. Donc, est-ce que tu peux définir le stress, puis ensuite définir l'anxiété, et peut-être dire finalement pourquoi il n'y a pas de différence entre les deux? Oui, bien en fait, là, j'avais juste le droit à un vrai ou faux là, dans la minute de vérité. Donc, ma réponse aurait été certainement plus nuancée si j'avais pu développer. Donc, je vais pouvoir la nuancer ici, justement. Quand on parle du stress, on parle vraiment de la réaction adaptative du corps, du cerveau. En fait, hein, c'est toute une panoplie de réactions à la fois cognitives et physiologiques qu'on a lorsqu'on fait face à ce qu'on appelle un stresseur. Donc, on peut penser à une menace là, pour l'intégrité, une menace qui peut être réelle ou une menace qui peut être perçue. Donc, quand on parle de stress, généralement, c'est vraiment c'est une réponse de l'organisme. Donc, une interprétation d'abord subjective, mais ensuite une panoplie de réactions physiologiques qui vont se déclencher devant une menace qui est perçue, qu'elle soit réelle ou imaginée. Donc, ça, c'est vraiment théoriquement, quand on parle du stress, c'est à ça qu'on fait référence. Maintenant, quand on parle d'anxiété, l'anxiété, dépendamment, hein, certaines personnes vont parler de stress et d'anxiété de manière interchangeable. Certains vont voir, en fait, que l'anxiété, c'est plus quand on fait référence à l'émotion qu'on ressent généralement ou comment on se sent quand on vit un stress ou quand on a une réaction de stress. On va parler d'une émotion d'anxiété. Puis, certains auteurs vont faire une distinction entre le stress et l'anxiété au niveau aussi de la temporalité, c'est-à-dire que le stress survient vraiment au moment où on fait face au stresseur et où il y a la réaction physiologique qui se déclenche, alors que l'anxiété, bien, elle peut arriver avant, sous forme d'anticipation. Si on prend, par exemple, un exposé oral, là, souvent, c'est une situation qui peut être stressante là,
par plusieurs personnes, bien, le stress, généralement, va survenir juste quelques minutes avant qu'on commence à présenter. On va ressentir les symptômes de trac. Donc, on va vraiment être devant la situation. Mais l'anxiété pourrait apparaître la veille, quelques heures avant, où là, on va se mettre à penser. Généralement, l'anxiété s'accompagne d'anticipation, de pensée, d'inquiétude. Donc, c'est à ce niveau-là, généralement, que la distinction se fait. Quand on parle du stress, on parle vraiment de la réaction adaptative de l'organisme face à une menace réelle ou perçue. OK. Donc, si, par exemple, moi, j'ai un exposé oral le lendemain, et là, j'y pense, puis je suis dans mon lit, je me dis « Oh my God, je suis en train de stresser et tout », on peut dire que le sentiment que je ressens à ce moment-là, ce serait plus de l'anxiété par rapport au stress, si je comprends bien. Effectivement. Là où ça peut devenir complexe, c'est que parfois, une seule pensée en lien avec quelque chose qui va nous rendre anxieux peut déclencher une réaction de stress. Ouais. Donc, tu pourrais, par exemple, Lydida, te mettre à ressentir des symptômes physiologiques. Tu pourrais déclencher une réaction de stress, même si tu n'es pas devant. La présentation orale est juste demain, mais juste au fait d'y avoir pensé pourrait se déclencher une réaction de stress. Okay. Donc, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe à comprendre. C'est pour cette raison-là que parfois, on ne fait pas nécessairement la distinction entre les deux, puisque c'est ça, ça peut être compliqué là, à distinguer. OK. Ben, c'est intéressant à savoir. Puis ouais, on voit que c'est plus touchy qu'on peut le penser. Mais justement, disons physiologiquement, c'est quoi les signes et symptômes du stress? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le stress, pour savoir que, OK, en ce moment, je suis stressée? Est-ce que ça dépend d'un individu ou ça va être, disons, il y a des symptômes de stress qui sont communs à tous? Excellente question, encore une fois. Bien, en fait, on sait qu'il y a des types de manifestations. Nous, en psychologie, on va souvent parler de symptômes qui sont généralement communs là, quand on ressent du stress ou de l'anxiété. Mais effectivement, tu as raison, ça va être très différent d'une personne à l'autre. Puis, ça va être différent aussi selon la nature, parfois, du stresseur auquel on fait face. Donc, généralement, on va les classer en 3 catégories. D'abord, il y a les facteurs, les symptômes, les manifestations physiologiques qu'on va ressentir. Tout à l'heure, je parlais de trac, par exemple, avant une présentation orale. Donc, tous les symptômes, il faut comprendre que quand il y a une réaction de stress qui se déclenche, une des premières choses qui va arriver, c'est un message de notre cerveau qui va dire, bien là, il y a quelque chose, il y a une menace, il faut s'activer, il faut réagir, il faut combattre ou il faut fuir. Donc, la réaction de stress n'a pas beaucoup évolué depuis que l'humain est humain. Là. C'est toujours un peu la même réaction qui se déclenche. Donc, le système sympathique va prendre le relais par rapport au système parasympathique. Et là, va s'en suivre une série de réactions dans le corps pour préparer le corps à combattre ou à fuir. Donc, on va ressentir une augmentation de notre fréquence cardiaque. On peut avoir les mains moites. On peut avoir le souffle un peu plus court. Comme moi en ce moment. Exactement, comme quand on se met à avoir plus chaud, des bouffées de chaleur. Même parfois, il y a le fait que le système parasympathique prend une pause pendant que le système sympathique prend le relais. On peut avoir des symptômes gastro-intestinaux. Et là, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. On peut constater certaines personnes qui vont rougir. Et il y a toute une raison derrière ces manifestations physiologiques quand le corps se prépare à l'effort. Donc, le système sanguin vient être plus efficace pour nos artères principales. Donc, on a moins de sang, même dans nos extrémités. On peut avoir des picotements, même dans les doigts ou les orteils. Et là, comme je le mentionnais, dépendamment de l'intensité du stresseur ou quel individu on est, bien, ces symptômes-là vont varier en intensité, en fréquence pour chacun. Donc, ça, c'est au niveau physiologique. Ensuite, il y a les symptômes psychologiques qu'on associe plus typiquement à l'anxiété, l'émotion d'anticipation. Donc, généralement, on va se rapporter dans ce cas-ci à des pensées anxieuses. Donc, des inquiétudes. Qu'est-ce qui va arriver? De quoi je vais avoir l'air? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'espère que ça va bien aller. Donc, des pensées, vraiment des inquiétudes. Ou même des fois des ruminations par rapport au passé. Et la dernière fois que j'ai fait un exposé oral, il me semble que j'ai bégayé. Est-ce que ça va se reproduire cette fois-ci? Donc, un flot de pensées. Il va y avoir aussi des changements au niveau de la cognition.
qu'on associe aussi aux symptômes physiologiques, là, c'est-à-dire parfois des comportements en fait psychologiques cognitifs d'hypervigilance. Donc, notre regard, nos sens qui vont être plus aiguisés. Donc, on peut avoir une concentration qui va être plus accrue ou qui va être un petit peu plus distraite, dépendamment de qui on est puis de l'ampleur de ce qu'on a accompli. Mais il va y avoir un paquet de changements au niveau de la vigilance, de la concentration, des pensées, des processus de prise de décision. Encore là, il y a une explication derrière ça. Les pensées, les anticipations, bien, on recherche le sens, on essaie de gagner du contrôle sur la situation. Au niveau cognitif, bien, c'est vraiment des réactions plus adaptatives. Puis aussi relié au fait que on a besoin de beaucoup de ressources quand il y a du stress, donc des fois, il en reste un petit peu moins pour autre chose. Donc pour la concentration, la prise de décision, etc. Et finalement, il y a les comportements, en fait, il y a les manifestations comportementales qu'on associe au stress et à l'anxiété. La plus commune, c'est l'évitement. Donc, la fuite, normalement, si, par exemple, si j'ai très peur des chiens, puis que je rencontre un chien sur un trottoir, fort à parier que je vais changer de trottoir ou je vais tenter de m'éloigner le plus possible. C'est une réaction intuitive de fuir ce qui est menaçant. Mais généralement aussi, il va y avoir des comportements de tentative de gagner du contrôle. Donc, si j'ai une présentation orale, j'ai ma bouteille d'eau pas trop loin. J'ai peut-être quelqu'un avec moi pour m'aider. Donc, toutes sortes de petites stratégies comme ça pour se sentir rassuré ou pour tenter de gagner du contrôle sur une situation dans laquelle on se sent peu en contrôle. Donc, c'est ça, des manifestations physiologiques, psychologiques, comportementales. Et comme tu le disais, ça va varier d'une personne à l'autre et aussi d'un stresseur à l'autre. Wow! J'ai une question parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport justement aux stratégies. Je pense que c'est communément appelé genre les coping mechanisms. Je ne sais pas si c'est... Tu peux me corriger si je me trompe. Mais est-ce qu'il y en a parmi ces stratégies qui sont plus efficaces que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus délétères, par exemple l'évitement ou encore la stratégie de garder la bouteille d'eau près de soi pour avoir un meilleur sentiment de contrôle? Donc, est-ce qu'il y a des stratégies à prioriser, disons? Cette question, il n'y a pas une réponse simple à cette question-là. C'est-à-dire que il n'y a pas une stratégie unanime, efficace. Donc, je vais prendre... Par exemple, les stratégies de coping, généralement, on va les classer en 3 catégories. Bon, il y a les stratégies qui sont axées sur le problème. Donc, quand il y a une problématique qui nous rend anxieuse, on peut adopter des stratégies pour résoudre le problème. Donc, vraiment, j'ai une présentation orale, puis, si j'adopte une stratégie orientée vers le problème, je vais peut-être bien me préparer, m'assurer que j'ai bien dormi, que ma présentation est prête, que je me suis peut-être pratiquée devant 2 ou 3 personnes. Donc là, je suis en mode résolution de problème. Puis ça pourrait effectivement m'aider. Il y a des stratégies qu'on appelle centrées sur les émotions, où là, ça peut être face à une problématique où des fois, il y a des stresseurs où il n'y a pas vraiment de problème à régler. Donc, je peux être orientée plus sur des stratégies de relaxation pour me détendre, pour me calmer, donc pour calmer l'émotion d'anxiété ou de stress. Donc, on va parler d'activité de détente. L'activité physique peut nous permettre de changer les idées. Pas de changer les idées parce que là, on rentre dans une autre catégorie, mais plutôt de se détendre, là. Donc de se calmer, de calmer les réactions physiologiques. Puis la 3e catégorie, c'est les stratégies de distraction, où là, on va essayer de se changer les idées. Dormir, écouter Netflix, aller sur Facebook, Instagram, etc. Ou aller dans un 5 à 8, par exemple. Effectivement. Donc, puis, il n'y a pas une stratégie qui va être meilleure qu'une autre. Tout dépend de la fonction de cette stratégie-là, à quel point, quels seront les impacts aussi de cette stratégie-là. Donc, si à chaque fois que je fais face à un stresseur, je vais au 5 à 8 ou je vais sur Facebook, là, ça se peut que ça a un impact sur mon stress de session, là, puis que mon problème va juste prendre de l'ampleur et là, ça devient un comportement d'évitement. Donc, l'évitement, généralement, va être, à moins que, dans certains cas, il y a des stresseurs, on pense à des stresseurs sur lesquels on a très peu de contrôle ou, je sais pas, tu te promènes dans la forêt, puis il y a un ours ou il y a un agresseur,
enfuis-toi. Ça va être la meilleure stratégie pour te permettre de te sauver la vie. Donc, il n'y a pas une mauvaise stratégie. Par contre, l'évitement, on sait que dans le contexte actuel, où souvent, c'est des stresseurs qui sont plus imaginés ou des stresseurs pour notre estime de nous-mêmes, on va avoir tendance à adopter le même comportement d'évitement et de fuite. Et là, ben, à court terme, c'est efficace parce que ça nous permet de nous sentir mieux. Mais à long terme, là, ça devient très problématique. Dans le fond, ça fait juste comme repousser le problème à plus tard. Exactement. Puis même, souvent, le faire grossir, par exemple, dans mon cas, si j'ai peur des chiens, puis à chaque fois, j'évite les chiens, bien, à un moment donné aussi, il y a un processus qui fait que mon cerveau en vient à comprendre que quand je suis devant le chien, je me sens pas bien. Puis quand je suis plus devant le chien, je me sens mieux. Donc, le chien doit certainement être dangereux. Donc, ça m'amène à continuer de répéter le comportement, puis même à le généraliser. Puis là, ça prend de l'ampleur. Là. On parle de stresseurs, mais justement, qu'est-ce qui cause un stress? Est-ce qu'il y a des facteurs particuliers ou encore une fois, tout dépend de la situation? Donc, finalement, quelle est la raison même du stress? Même si je sais qu'on en a un peu parlé avec tout ce qui est réaction, d'adaptation, mais plus précisément, disons. Bien, vous connaissez probablement Sonia Lupien, une chercheure de Montréal bien connue qui travaille beaucoup sur le stress. Puis elle en est arrivée à un peu identifier 4 facteurs qui sont à l'origine du stress, en fait, qui vont faire que quand un ou plusieurs de ces facteurs-là sont réunis, bien, on a de bonnes chances de déclencher une réaction du stress. Puis elle les a combinés dans un acronyme, le CINE. Donc, généralement, quand on sent qu'on a peu de contrôle dans une situation, donc le premier, le C. Ensuite, quand la situation est imprévisible, quand il y a de l'inconnu, ça peut causer du stress. Quand la situation est nouvelle, donc on n'a jamais fait face à cette situation-là auparavant. Puis, en terminant, quand il y a une menace pour notre ego. Et c'est là que, tout à l'heure, je parlais, souvent, c'est à des stress qui sont imaginés. Donc, on peut penser qu'autrefois, il y avait beaucoup de stress réel. Donc, des animaux sauvages, des tribus, des mammouths, comme Sonia Lupien le décrit bien. Aujourd'hui, c'est plutôt des menaces pour l'estime de soi. Donc, le jugement des autres, l'échec, etc. Donc, quand il y a un enjeu au niveau d'un de ces 4 facteurs ou parfois plusieurs de ces facteurs-là, bien, il y a des chances là, qu'une réaction de stress se déclenche. Je pense surtout à l'exemple de la présentation orale. Je pense que ça peut vraiment rentrer dans tous les facteurs. On n'a pas l'impression d'avoir forcément le contrôle, surtout si tu n'as pas pratiqué ta présentation au début. Ça peut être imprévisible parce que justement, tu ne sais pas s'il y a une période de questions après. On ne sait pas quelle question qui vient. Nouveauté, c'est peut-être la première fois que tu présentes dans ce cours-là. Puis l'ego, ben justement, tu as une classe de 30 personnes qui te regardent et qui t'écoutent. Donc, ça peut être vraiment... ça peut être stressant, finalement. Effectivement. Puis c'est probablement pourquoi il y a autant de gens qui craignent les situations d'exposition orale. Puis... j'ai utilisé le mot exposition, c'était un lapsus justement parce que, justement, plus on en fait, puis généralement, moins ça va nous rendre anxieux, possiblement au niveau de l'effet de nouveauté puis d'imprévisibilité cette impression-là va diminuer là, au fur et à mesure qu'on va faire des présentations orales. Justement, en parlant d'exposition, je pense que c'est le principe même de la thérapie cognitivo-comportementale. Le fait d'être souvent exposé à un stresseur qui permet de réduire le stress. Est-ce que j'ai raison? Tu as 100% raison. Je prends toujours mon fameux exemple du chien, mais si j'ai peur des chiens, mon réflexe, mon intuition me dit de les éviter. Puis, pas mal certaine, à chaque personne à qui je demande la question, si tu avais à m'aider à me départir de ma peur des chiens, qu'est-ce que tu ferais? Puis, la plupart des gens vont répondre, tranquillement, je pense que je t'aiderais de manière graduelle à te rapprocher des chiens de manière assez fréquente pour voir qu'éventuellement, les chiens ne sont pas dangereux puis que tu peux t'habituer à cette anxiété-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exposition graduelle et prolongée. Donc, ça, c'est un principe, effectivement, qu'on va utiliser en thérapie cognitive comportementale pour traiter les problématiques anxieuses. Mais c'est aussi une stratégie gagnante. Par exemple, si on a un peu peur des présentations orales, je peux vous dire que plus vous en faites, plus vous exposez à parler en public, bien moins ce sera anxiogène pour vous.
bonne stratégie à prendre en note à tout le monde qui nous écoute, moi y compris. Peut-être pour conclure par rapport au stress et à l'anxiété, à quel moment est-ce qu'on peut savoir que ça devient vraiment délétère pour notre santé? Parce qu'on sait que le stress, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est quand finalement qu'on peut se dire, OK, là, il faut que ça devienne un problème pour moi. Oui, bien, il faut distinguer l'état anxieux. Donc, je suis anxieuse ou anxieux présentement parce que, bon, j'ai une compétition, j'ai un exposé oral, je suis en session d'examen, j'ai une discussion un peu délicate à avoir avec quelqu'un, donc tout à fait normal, sain et vécu par tous. Il y a le trait anxieux, donc on sait que certaines personnes vont avoir tendance à interpréter les situations de manière anxiogène davantage que d'autres. Donc, on va parler d'un trait anxieux. Hein. On en connaît tous, là, des gens qui ont tendance à se sentir plus souvent anxieux puis à vivre plus souvent des réactions de stress. Mais ce n'est pas nécessairement une problématique. On va parler de troubles d'anxiété ou d'anxiété pathologique quand là, il y a vraiment un aspect de ça vient nuire au fonctionnement. Donc, généralement, l'anxiété, à ce moment-là, l'évitement va devenir plus envahissant. Va faire en sorte que la personne va s'isoler, va retirer des activités de sa vie. Par exemple, encore avec ma peur des chiens, si ça devient une phobie, ben peut-être que je sors plus dehors, je vais plus au parc, j'ai arrêté la course à pied, je refuse des invitations, justement d'aller marcher ou d'aller chez des amis parce que j'ai peur de rencontrer un chien. Donc là, ça devient envahissant. Ça vient affecter mon quotidien, mon fonctionnement. Mon entourage peut s'en rendre compte de ces signes et de ces symptômes-là. Et je vais vivre de la détresse aussi. Donc, je vais sentir... Mon bien-être subjectif va diminuer. Je vais me sentir généralement en détresse. Donc, ça fait partie des signes là, qui peuvent traduire une anxiété pathologique. Je comprends vraiment mieux. Ça me fait penser, dans le fond, juste pour être sûr, la différence entre une peur, à quel niveau ça devient une phobie? Comme la distinction entre les deux, ça serait quoi selon toi? En fait, la phobie, c'est vraiment quand on dit que le fonctionnement de la personne va être atteint. Donc, par exemple, moi, j'ai peur des araignées, mais ça n'affecte pas mon fonctionnement au sens où je ne suis pas sans arrêt en train de scruter les coins de la salle en ce moment pour voir s'il y a des araignées. Je ne suis pas un peu hyper vigilante à la présence d'araignées, puis je me sens pas en situation d'alerte là, au cas où il y en aurait une. Versus quelqu'un qui aurait ou puis si jamais il y avait une araignée sur la table, ben, j'aurais une réaction de stress probablement, mais ce serait peut-être pas de l'ampleur de la panique. Puis si elle disparaît, bien je vais passer à autre chose, ça va aller, ou quelqu'un va l'écraser avec un mouchoir, puis ça va être correct. Si j'ai une phobie, déjà, probablement qu'ici, on est dans un local que je connais pas, il y a des raccoins, il y a peut-être des araignées, je peux pas vraiment bien voir qu'est-ce qu'il y a au sol. Fait que peut-être que j'ai ça un petit peu en arrière de la tête en étant présente, là, j'ai cette pensée-là qui est là. Et si j'apercevais une tache ou quelque chose, ben je pourrais penser que c'en est une, puis je pourrais avoir une réaction de stress, puis tout de suite vous demander de tuer l'araignée, puis ensuite je serais plus à l'aise, il faudrait que je sorte de la salle. Donc il va y avoir une atteinte à mon fonctionnement, puis j'ai de la misère à être dans le moment présent, puis à fonctionner. Donc il ne s'agit pas d'avoir simplement une peur, mais vraiment une atteinte à mon fonctionnement. Le fait que je vais éviter des activités, encore une fois, comme je le mentionnais avec le chien, il y a des activités de ma vie quotidienne que je ne ferai plus en raison de cette peur-là, de cette phobie-là, finalement. Félix, à toi. Parfait. Donc, maintenant, on a parlé justement des distinctions entre le stress, l'anxiété. Maintenant, on va aller un peu plus du côté pratique. Dans le fond, au niveau de la gestion du stress, donc, ce serait quoi des techniques de gestion du stress qui seraient adaptées justement pour des étudiants pour permettre de réduire leur stress puis de mieux performer académiquement? Donc, tout à l'heure, Yedida me posait la question des stratégies de coping, puis j'ai parlé des stratégies orientées vers le problème. Moi, je vous dirais que ça, c'est la première à regarder. D'abord, posez-vous la question, est-ce qu'il y a une problématique réelle dans la situation en ce moment qui vous stresse? Parce qu'on ne gérera pas la situation de la même manière s'il y a un problème à régler versus s'il n'y en a pas. Un exemple de ça, c'est par exemple si deux personnes
moi et toi, par exemple, Félix-Antoine, on s'inquiète de nos finances. Donc, on a des inquiétudes, on vit du stress par rapport à ne pas y arriver financièrement. Dans mon cas, j'ai des dettes. Mon compte est dans le rouge, donc j'ai vraiment des problèmes financiers. Dans ton cas, ça va bien, mais c'est quelque chose qui t'inquiète, donc auquel tu penses beaucoup. C'est la saison des impôts. Tu sais pas trop à quel montant tu peux t'attendre de payer, mais tu n'as pas de difficultés financières actuellement. Donc, on ne gérera peut-être pas quelqu'un qui nous aiderait nous dirait peut-être pas de gérer notre stress de la même manière. C'est-à-dire que moi, peut-être que j'ai un problème à résoudre avant de dire, je vais faire de la relaxation, puis je vais essayer de me changer les idées, puis de me distraire. Dans ton cas, peut-être que tu as à apprendre justement à être plus dans le moment présent, à lâcher prise, à faire des activités qui vont te permettre de te détendre, à en parler à des gens de ton entourage aussi, pour te permettre de rationaliser cette peur-là. Donc, première étape, je vous dirais, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un problème à résoudre, oui ou non? Dans le cas des étudiants, un des problèmes ou un stresseur commun, c'est les études, le manque de temps, le stress lié aux examens, à la réussite. Donc là, des fois, on peut dire, c'est une problématique réelle au sens où je suis en fin de session, j'ai beaucoup de travaux à rendre, je suis occupée, mais d'un autre côté, peut-être aussi que je m'inquiète un petit peu trop. Fait qu'il y a peut-être un peu des deux. Donc, c'est de regarder au niveau de qu'est-ce que je contrôle dans la situation versus qu'est-ce que je contrôle pas. Puis sur ce que je contrôle, y a-t-il des choses que je peux ajuster dans, par exemple, l'organisation de mon temps pour m'assurer d'être efficace, m'assurer aussi d'avoir du temps libre pour pouvoir relaxer parce qu'on sait, quand on est étudiant, on est tellement occupé, on a tellement de choses à gérer, puis des ressources là, d'autorégulation, on n'en a pas à l'infini. Donc, à un moment donné, ça s'épuise au niveau cognitif. Il faut s'assurer d'avoir assez de ressources en banque pour être capable de bien fonctionner à l'école. Donc, pour ça, ça prend des moments où on se repose, où on change les idées, où on fait autre chose. Donc, de s'assurer d'avoir un horaire. Bon, il y a certainement peut-être des périodes où c'est plus compliqué d'en trouver, mais d'avoir des moments où on peut se détendre, se changer les idées. Le sommeil, quelque chose de super important pour les étudiants, tu sais, de pouvoir dormir, d'avoir un sommeil de qualité. Encore là, il y a peut-être des habitudes de vie ou une hygiène de sommeil qui est à revoir. Les réseaux sociaux, on est toujours sur notre téléphone. Veux pas, c'en est une stratégie d'évitement. Hein. Dès qu'on vit un inconfort, souvent, un inconfort peut être lié à je sais pas quoi écrire sur ma page, je suis en manque d'inspiration, ou ça me tente pas de faire ce travail-là, ou je me sens un peu à part dans la discussion, tout de suite, on va être tenté d'aller sur notre téléphone. Exact. Ça, c'en est une habitude qui rend notre cerveau paresseux, puis qui le rend en mode évitement constamment. Fait que regardez ces petites habitudes qu'on a, puis voir est-ce qu'il y a des choses que je peux revoir dans mon fonctionnement qui pourraient m'aider à être plus efficace. Travailler à être dans le moment présent, ça, c'est une chose. On le sait, la pleine conscience, on en entend vraiment beaucoup parler, c'est à la mode. Puis, je dis pas que c'est la solution miracle à tout, mais pour les raisons que je viens d'expliquer, on est très rarement dans le moment présent. On est souvent soit dans le futur en train de s'inquiéter, soit dans le passé en train de ruminer des choses du passé, ou on se distrait. On distrait notre cerveau. Donc, on ne s'habitue pas à vraiment donner une pause à notre cerveau, à nos ressources cognitives, puis à être plus en connexion avec nos sens, avec ce qu'on ressent, avec notre respiration, avec ce qui nous entoure. Donc ça, c'est super important. Puis, un obstacle à la pleine conscience qu'on va entendre beaucoup, c'est le manque de temps. Tu sais, j'ai pas le temps là, moi, je dis, faites-le à temps perdu, quand vous marchez pour vous rendre à l'école, quand vous faites de l'activité physique. C'est super bon pour la santé mentale et physique.
quand vous mangez, faites juste porter attention à ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez dans le moment présent. C'est pas obligé d'être long, c'est pas obligé d'être une pratique organisée. Mais juste chaque petit moment où vous pouvez vous ramener dans l'instant présent en activant vos sens. On peut penser juste ces temps-ci, avec le printemps, on entend beaucoup les oiseaux. Juste prendre le temps de ramener notre attention, notre concentration sur ces bruits extérieurs. Bon, il a fait très beau dans les derniers jours. Prendre le temps de sentir le soleil sur sa peau. Donc, des petits comportements comme ça qui nous permettent de nous entraîner à être capable d'être dans le moment présent, puis à rendre ensuite notre cerveau plus efficace dans les moments où ça compte. Ah, c'est bon, c'est un bon truc, en fait, parce que j'ai l'impression, en tout cas personnellement, on tombe tellement souvent dans une routine qu'on ne prend pas attention au moment présent. C'est ça, on est juste comme, OK, je m'en vais à mon cours, OK, là, j'étudie, OK, là, je m'en vais au gym. Il y a toujours quelque chose, puis là, on n'est jamais comme, c'est ça, dans le moment présent. C'est une bonne technique, justement, à appliquer, justement, pour pouvoir, j'imagine, réduire le stress, puis mieux pouvoir performer ensuite. Tout à fait. Puis, tu sais, ça doit devenir une habitude. Fait qu'après, il y a des petits trucs, là, tu sais, je pense qu'un des plus gros pièges ou barrières à pratiquer la pleine conscience, c'est notre téléphone cellulaire ou notre ordinateur. Des fois, volontairement, on peut juste... tu sais, par exemple, moi, je sais que quand je fais partie de la même génération que vous, donc moi aussi, je suis souvent sur mon téléphone, beaucoup trop sur mon téléphone, mais quand je vais faire de l'activité physique, bien, je ne l'amène pas, mon téléphone, parce que, justement, je sais que c'est un moment de pause pour moi, donc je me force comme ça dans des situations à ne pas le traîner sur moi pour pas être tentée. Sinon, c'est juste un réflexe d'y aller ou d'avoir notre téléphone dans une autre pièce quand on travaille, quand on dort aussi, le soir avant de se coucher. Donc, pour défaire ces petites habitudes-là qui sont insidieuses, mais qui ont un impact quand même grand sur notre stress parce que, comme je le mentionnais, ça risque, c'est de l'évitement. Puis l'évitement, ce que ça fait, c'est que ça nourrit le stress. Mais justement, parlant des réseaux sociaux, je pense que j'avais vu un documentaire sur Netflix à ce propos-là. Puis, il reliait directement la surutilisation des réseaux sociaux, le fait d'être constamment sur Internet avec l'anxiété, le stress et finalement tout le cocktail qui vient avec ça. Puis, je pense justement le réflexe qu'on a en tant que membre de Gen Z ou... c'est-à-dire les gens qui sont nés avec dans la technologie et tout, de constamment se tourner vers le téléphone comme moyen de cope avec les situations de la vie. Ça devient, je pense, quelque chose de vraiment toxique finalement, puis de se recentrer sur les choses. Le moment présent, souvent, c'est quelque chose qu'on dit comme ça, mais le fait de l'expérimenter, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus rare. Pas plus rare, mais je dirais plus... c'est pas une habitude, c'est pas un réflexe forcément, parce qu'effectivement, le fait d'être toujours sur son téléphone, tu sais, parfois on scroll, mais dans le vide, juste comme ça, parce que c'est un réflexe. Je prends mon propre exemple. Comme tu l'as si bien dit, Véronique, par exemple, si je me sens délaissée dans une conversation ou je me sens un peu... je me sens pas vraiment prête pour un examen, une évaluation directement, c'est mon téléphone. Je vais aller directement dessus pour me calmer un petit peu. Puis je pense que c'est un réflexe que beaucoup de gens ont, particulièrement les étudiants. Donc, en tout cas, la stratégie que tu proposes, ça doit être vraiment facilitateur au niveau de... Ça doit être aidant au niveau du stress et l'anxiété. Donc, that's a good trick. Oui, puis merci pour ton exemple. Puis effectivement, tu n'es pas la seule. Puis je pourrais vraiment m'identifier à ce que tu as dit, là, de la même façon, même si on n'est pas tout à fait de la même génération. Puis, tu sais, il y a un principe de base avec les émotions négatives, là, que ce soit l'anxiété, la colère ou tout ça, c'est que notre réflexe premier va être d'éviter d'être en contact avec ces émotions-là par tous les moyens, pour les mêmes raisons que, tu sais, ça a une fonction d'adaptation puis de survie. On est fait pour... Il y a une émotion négative, donc il doit y avoir une menace ou un danger, donc il faut que je me débarrasse de cette émotion-là. On est un peu dans ce mindset-là. Puis, donc, ce que font les téléphones, les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est plus habitué de juste s'habituer à tolérer l'inconfort. Exact. Tolérer les émotions négatives. Tolérer qu'on n'a pas la réponse tout de suite, c'est quand on envoie un texto. Donc, on n'est vraiment plus habitué du tout de rien tolérer. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oh my God. Puis ça, ben, ce que ça fait, c'est qu'on
on nourrit, on fait que nourrir, parce qu'à court terme, ben, on se sent bien, mais à long terme, ça nous habitue pas à juste comprendre que ce qu'on vit, c'est une émotion qui est normale, puis que si on la laisse aller, elle va juste disparaître, là, elle va juste s'en aller par elle-même, puis qu'il n'y a pas vraiment de danger derrière ça. Parfait. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. En tout cas, c'est factuel, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, finalement. Donc, non, totalement d'accord. Donc, je te laisse la parole. Parfait. Donc, oui, très bon truc pour les étudiants. Puis, en fait, on se demandait s'il y a des personnes qui ont peut-être des problématiques un peu plus graves, ce serait quoi les ressources qui sont disponibles justement ici à l'Université de Sherbrooke que les étudiants pourraient aller chercher justement en quête d'aide? Oui, bien, je pense que l'Université de Sherbrooke est vraiment proactive et de plus en plus proactive aussi pour optimiser les ressources d'aide puis le soutien offert aux étudiants. Bien, il y a le service d'aide en orientation puis en psychologie où il y a des intervenants que vous pouvez aller consulter directement. Bon, c'est certain qu'il y a un nombre limité de ressources pour avoir des consultations, mais vous pouvez faire une demande puis avoir accès quand même à de l'aide psychologique. Donc ça, c'est disponible, c'est gratuit à l'université. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, quand j'étais étudiante dans mon doctorat, je l'ai fait, là, j'allais voir une psychologue du service d'aide aux étudiants, puis ça m'aidait beaucoup. Elle était habituée de rencontrer des étudiants qui ont un petit côté perfectionniste, puis qui ont à développer des stratégies pour gérer leur stress. Donc, elle m'avait bien outillée, ça m'avait beaucoup aidé. Donc, moi, je vous encourage vraiment à tenter l'expérience. C'est pas obligé d'être une psychothérapie de 12 rencontres. De toute façon, je pense que c'est une aide de quelques rencontres qui vous est offerte, mais c'est vraiment aidant, généralement, les outils qu'on peut aller retirer de ces rencontres-là. Ensuite, à l'université, je pense qu'il existe au moins deux, en tout cas à ma connaissance, ressources d'entraide entre les étudiants. De pairs aidants, là, en fait. La permission? Il y a la permission qui est nouvelle, puis il y avait aussi l'autre, le nom m'échappe, là, mais bref, vous avez des ressources d'entraide là, entre les étudiants où vous pouvez échanger l'aide à la vie étudiante. Là. Donc là, vous pouvez trouver effectivement un réseau de pairs aidants là, avec qui échanger. Il y a des ressources, des ateliers, tu sais, tout ce que je vous ai parlé au niveau de la pleine conscience, des ressources de résolution de problèmes, de gestion du temps, de gestion du stress. Sur le site web, je pense, de l'aide à la vie étudiante, vous avez un paquet de ressources vraiment bien montées spécifiquement pour les étudiants avec un peu d'explications, mais surtout des stratégies puis des trucs pour vous aider. Donc, ça vaut la peine, au lieu de rester pris avec une problématique qu'on n'arrive pas à régler, par exemple la procrastination. Allez chercher de l'aide, allez vous informer, allez chercher des ressources, essayer des choses parce que ça se travaille, ça s'améliore. Donc, c'est ça, on est bien chanceux à l'Université de Sherbrooke d'avoir ces ressources-là. Il y a aussi le Centre RBC en santé mentale là, qui est dirigé par une professeure, Julie Lane, aussi, où vous pouvez trouver un paquet de ressources super intéressantes. Maintenant, les réseaux sociaux ont leur lot d'effets négatifs sur le stress, mais en même temps, on peut y trouver des webinaires, des podcasts comme celui qu'on est en train de réaliser, qu'on peut écouter à temps perdu aussi, où on peut aller chercher des petits trucs, puis sentir aussi qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit, parce qu'en fin de compte, souvent, on vit un petit peu tous la même chose. Là. C'est des choses qui sont normales, puis que nos amis, nos collègues ressentent et vivent aussi. Donc, des fois, juste d'en parler puis de se rendre compte qu'on n'est pas un extraterrestre, là, qu'on n'est pas... Que c'est normal. Que c'est juste tellement normal, puis qu'il y a des périodes qui vont être vraiment plus difficiles dans la vie, puis tout le monde vit des périodes plus difficiles. C'est comme la santé physique, qui, à un moment donné, on peut avoir mal à un bras, se fouler une cheville. Ben, c'est la même chose pour la santé mentale. À un moment donné, il y a des périodes où c'est plus difficile, puis on a juste besoin d'aide, puis de le reconnaître, puis d'aller chercher cette aide-là. Souvent, ça va faire toute la différence. Exactement. Et j'aime beaucoup cet exemple de comparer avec le fait de se fouler une cheville, parce que souvent, on a l'impression que la santé mentale, c'est quelque chose qui est figé dans le temps,
or que c'est quelque chose qui est constamment en mouvement, ça fluctue au cours de la journée, comme tu l'avais bien dit au début du podcast. Donc, effectivement, puis je pense aussi à une autre ressource qui est une série webinaire justement sur le site du Centre RBC qui est Bien ensemble avec soi, que je trouve vraiment intéressante sur la gestion des émotions et comment, je dirais, je cherche le terme en français, mais deal avec certaines émotions, avec certaines situations. Donc, ça peut être aussi une ressource intéressante. Puis, à ce propos-là, sur la page Instagram d'Actiflow, on a un post justement sur les différentes ressources en santé mentale. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page Instagram qu'on va mettre dans la barre d'infos. Donc, petit moment publicitaire par rapport à ça. Justement, est-ce que Félix, il y avait d'autres questions sur... Juste rapidement, dans le fond, ça me fait penser, nous, je sais qu'on est à la faculté des sciences de l'activité physique, je sais qu'il y a certains professeurs qui sont identifiés sur leur bureau avec un petit collant écrit AVE, justement, pour l'aide à la vie étudiante. Fait que ça, j'imagine, c'est des professeurs qu'on peut aller voir pour discuter, justement, à ce niveau-là, au niveau du stress, qui peuvent nous aider. Fait que j'imagine que ça doit être dans chaque faculté, un peu comme ça, des professeurs qui sont disponibles. Fait que, oui, très bon point. Professeur, chargé de cours, personnel de soutien aussi, là. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont identifiées comme des AVE, qui ont généralement reçu peut-être une petite formation, puis qui se sont montrées volontaires. Mais sinon, si vous avez un bon lien avec un prof ou un employé, je vous dirais, allez-y avec qui vous vous sentez aussi à l'aise là, de parler. Je pense que c'est la meilleure façon d'ouvrir la discussion. Effectivement. Avec ses amis, sa famille, les gens avec qui on est proche. À l'université, on est pas mal choyé en termes de ressources. Il y en a quand même pas mal qui sont vraiment... qui sont activement impliqués justement dans la santé mentale des étudiants. Donc, c'est vraiment cool. Je dirais justement, parlant de pleine conscience, parce que c'est une stratégie que tu as mentionnée et qui s'avère très efficace justement selon la littérature. Est-ce que tu pourrais nous définir rapidement qu'est-ce que c'est? Oui, bien là, je ne sais pas si je vais arriver avec une définition vraiment scientifique, mais en fait, c'est la capacité à être dans l'instant présent, puis en connexion avec les sens. En fait, c'est dans un état aussi, on est beaucoup en observation de ce qu'on ressent de cette expérience-là. On n'est pas dans un état de jugement par rapport à l'expérience. On est vraiment plus dans un état d'expérimentation, de ressentir, d'observer. C'est ça. Donc, vraiment en conscience de notre expérience dans l'instant présent. Puis, est-ce qu'il y a des mécanismes? C'est-à-dire, comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la réduction du stress? C'est quoi qui se passe finalement dans le corps et dans l'esprit lorsqu'on pratique la pleine conscience? Bien, une des choses qui se passe, c'est que notre attention, elle va être vraiment focalisée dans l'instant présent. Je vous donnais des exemples tout à l'heure sur des sens, là, un bruit, notre respiration, quelque chose qu'on va regarder. Donc, automatiquement, nos pensées sont plus sur des pensées anxieuses. On n'est plus dans l'anticipation, les inquiétudes, on n'est plus dans les ruminations dans le passé, on est vraiment dans le moment présent. Donc ça, automatiquement, ça peut venir réduire l'anxiété parce qu'on est dans le moment présent. Mais sinon aussi, c'est que généralement, ça vient aussi avec un état d'apaisement, de calme. Une des pratiques courantes là, de la pleine conscience, ça va être en se concentrant sur notre respiration. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va venir activer notre système parasympathique. Donc ça, c'est un bon truc là, avant une présentation orale, si vous voulez dealer avec les stratégies de tract. Juste baisser votre respiration ou faire un petit exercice de pleine conscience sur la respiration va faire en sorte que votre système sympathique va diminuer l'activité là, qui fait en sorte qu'on a toutes sortes de symptômes, puis le système parasympathique va prendre le relais, donc va amener un effet de calme et de détente. On sait qu'à long terme aussi, ça aurait des impacts sur différentes parties du cerveau. Donc, ça nous entraîne à faire autre chose, à être plus dans l'acceptation, la tolérance. Donc, il y a des changements aussi qui s'opèrent au niveau neurocortical qui peuvent être de nature plus permanente, là, pour nous aider après à ressentir moins souvent le stress de manière intense et être capable de mieux le tolérer aussi. Donc, quand on parle de parasympathique, sympathique, c'est genre tout ce qui est diminution de la fréquence cardiaque, donc des symptômes qui sont plus physiologiques. Exactement. C'est super. Je pensais aussi, je pense au... comment dire, c'est-à-dire le fait de pratiquer la pleine conscience, puisque c'est quelque chose qui
on parle de respiration. Donc, respiration, on le fait tout le temps, du moins j'espère. Genre, on respire tout le temps, donc c'est quelque chose, c'est comme une espèce de point d'ancrage qu'on peut tout le temps utiliser. Donc, j'imagine que la pleine conscience, ça peut se pratiquer partout. Effectivement. Puis, oui, on respire tout le temps, mais on respire pas trop souvent, pas bien. Souvent, on va respirer de manière superficielle, donc qu'on va engager seulement la partie supérieure de nos poumons, de notre diaphragme. Donc, la respiration va être comme prise dans les épaules. On ne vient pas bien oxygéner tout le corps. Donc, juste de penser à prendre une grande respiration profonde. Moi, je vais souvent dire, par exemple, avant une présentation orale ou avant une compétition importante, fais juste penser à baisser ta respiration. Donc, tu amènes ta respiration dans le ventre au lieu d'être au niveau de ta poitrine ou de tes épaules. Juste se pratiquer à faire ça au volant, en marchant, dans les ascenseurs. Plus vous pratiquez à prendre une respiration profonde, plus vous allez avoir l'automatisme de le faire, puis plus vous allez vous entraîner à mieux respirer, puis à avoir un meilleur équilibre entre l'activité de votre système nerveux central, sympathique et parasympathique. Super, ça. C'est un bon truc. Puis c'est vrai que j'ai mentionné qu'on respire tout le temps, mais des fois, sans s'en rendre compte, on a comme le souffle coupé. Tout à fait. Dans des moments où on est stressé avant une présentation orale, comme on le mentionnait, peut-être on se rend compte que on respire pas comme il faut, puis le fait de juste prendre une bonne inspiration, ça peut aider beaucoup à ce niveau-là. Donc, ça faisait le tour des questions pour la pleine conscience, donc je vais laisser Félix-Antoine continuer. Parfait. Bien, justement, comme Thomas a mentionné au début, toi, ton expertise, c'est avec les athlètes de haut niveau. Donc, on va justement s'attarder un petit peu à ce niveau-là. Donc, premièrement, est-ce que les athlètes de haut niveau sont des personnes qui sont stressées en général, selon toi? Ça dépend. Ça dépend. Bon, les athlètes, en général, sont des gens performants. Parfois, ce qu'on retrouve chez les gens performants, c'est des personnes qui ont une petite tendance perfectionniste ou à se mettre des standards très élevés. Donc, parfois, ça peut faire un cocktail, effectivement, qui fait en sorte qu'on peut être plus anxieux. Par contre, certains athlètes vont avoir un tempérament, justement, un trait, on peut dire, qui est moins anxieux, donc vont mieux tolérer le stress, mieux performer aussi, ou avoir une interprétation. Généralement, en fait, la problématique, c'est surtout, vous me demandiez au tout début, est-ce que le stress est mauvais pour la santé? J'ai répondu non. Souvent, c'est plus au niveau de comment on interprète l'anxiété puis le stress qu'il peut y avoir une problématique. Fait qu'il y a des athlètes qui se sont bien entraînés au niveau mental ou qui, un peu au niveau de leur tempérament, ont tendance à percevoir l'anxiété comme quelque chose de normal ou de pas dangereux. Il y en a d'autres avec qui il faut le travailler un petit peu plus, là. Mais justement, ça me fait penser la dernière question de la minute de vérité. Donc, la question était, un athlète stressé performera moins bien lors d'une compétition qu'un athlète non stressé. Si je me rappelle bien, tu avais répondu faux. Exact. En fait, non, c'est ça. C'est pas la quantité de stress. En fait, ça prend un certain niveau de stress, généralement, pour bien performer. Encore là, d'un athlète à l'autre, il va y avoir des différences. Puis c'est surtout au niveau de l'interprétation que l'athlète va faire de son stress. Donc, si je me sens pas en contrôle du tout, que là, je me dis, puis que ça s'accompagne de plusieurs pensées anxieuses, que mon attention, justement, elle est plus sur ma performance, sur ce que je dois faire, mais sur mes pensées anxieuses ou sur mes sensations physiologiques qui se mettent à monter. Là, effectivement, ça pourrait avoir un impact négatif sur ma performance. Mais si je reconnais que c'est normal, que c'est bon signe que mon cœur se mette à battre plus vite, que j'ai des stratégies aussi qui peuvent m'aider à rester concentrée en présence de ce stress-là, que le stress fait en sorte que je suis bien activée, que mon corps est plus efficace, que je vais être plus rapide, plus fort, plus concentrée. Au contraire, ça va vraiment m'aider, là. Parfait. J'imagine que tu as quand même touché un peu à ça, mais dans le fond, ça serait comment est-ce que le stress va influencer les athlètes avant une compétition? Donc, par exemple, j'ai en tête un exemple d'un skieur aux Olympiques, juste avant de descendre. C'est quoi, comment le stress va avoir un impact sur lui? Bien.
On espère que le stress va lui permettre d'être être activé, donc prêt, là, pas endormi. Là. Des fois, avant quelque chose de super important, mais il faut être prêt. Il faut avoir la concentration, les muscles qui sont prêts. Il faut avoir un certain niveau d'activation parce que ce qui s'en vient, ça va être exigeant. Il faut être prêt à partir au départ. Là. Fait que le stress va nous aider à atteindre ce niveau d'activation-là. Puis ensuite, comment ça va impacter? Bien, c'est là que des fois, il y a un risque que l'attention qu'on soit distrait. Dans le fond, que l'athlète soit distrait par son stress. Donc, qu'il soit distrait par ses sensations physiologiques, puis se mette à dire, ah ben là, voyons, je suis bien trop stressée, mon cœur bat trop vite, je suis pas en contrôle, je suis pas capable de le faire descendre, puis là, je me sens pas bien. Donc là, ça peut être quelque chose qui va être nuisible. Ou que l'attention est sur les pensées. Ah non, là, ça s'en vient, comment ça va se passer, j'ai peur, l'autre d'avant, il vient de faire telle performance. Donc là, il y a un risque dans cette situation-là que le stress vienne nuire à la performance. Pourquoi? Parce qu'il va nuire surtout à la concentration, à l'attention de l'athlète, ou des fois, physiologiquement, il va nuire à la posture ou au fait qu'il faut quand même être fluide dans nos mouvements. Mais il y a toutes sortes de stratégies, justement, qui vont aider l'athlète à gérer le stress. Le stress, au final, c'est une distraction comme n'importe quelle autre distraction. Donc, si on arrive à être capable de gérer cette distraction-là puis à le percevoir comme quelque chose qui peut nous aider, ben le problème va se résoudre. Mais justement, ça m'amène directement. Ce serait quoi des petits trucs que, j'imagine, dans ton travail, tu peux donner à des athlètes qui seraient justement transférables à des athlètes étudiants ou même aux étudiants eux-mêmes qui pourraient utiliser ces petits trucs-là? Bien, la respiration qu'il dit d'amener, souvent, on va le travailler, là, c'est-à-dire de s'assurer que la respiration, elle est suffisamment profonde avant. Donc, tu parlais du skieur. Donc, le skieur dans le remont de pente qui va peut-être justement se concentrer sur sa respiration, être un peu dans le moment présent pour ramener la concentration puis avoir rééquilibrer le système sympathique, parasympathique. Donc, ça, c'est nécessairement quelque chose qu'on va recommander puis qui va être utile. Puis après, c'est vraiment de gérer les pensées anxieuses sur lesquelles on va se concentrer. Donc, s'assurer que l'athlète a une routine ou on parle de routine, là, mais vraiment des étapes clairement établies dans sa tête sur lesquelles il sait sur quoi il doit se concentrer, à quel moment précisément avant sa performance, de sorte à ce que, même s'il y a des pensées anxieuses, le focus n'est pas là. Le focus est sur qu'est-ce que j'ai à faire pour être bien préparé, pour être concentré. Donc, le skieur, il va devoir mettre ses skis, il va devoir peut-être enlever un manteau. Donc, ça peut être des petites étapes super subtiles, mais sur lesquelles on va vraiment amener l'athlète à être super concentré dans le moment présent sur chacun de ces gestes-là pour être moins dans sa tête, plus dans l'instant présent, parce qu'on sait que un des risques quand on est sous situation de pression de performance, c'est que là, l'athlète va se mettre à essayer de contrôler davantage sa performance ou ses gestes. Puis là, on sait qu'il y a un risque de nuire à l'exécution automatique des mouvements, puis d'amener à une contre-performance. Donc, pour limiter ça, on va vraiment travailler à ce que l'athlète puisse être focusé sur des aspects concrets qui sont planifiés d'avance pour l'amener à avoir son focus, pas sur les pensées, mais vraiment sur ce qu'il y a à faire pour être prêt, là. C'est bon. Justement, ça me fait penser, là, j'ai un exemple en tête. Là. Par exemple, on voit souvent les joueurs de tennis qui ont une certaine mécanique. Parce que, par exemple, avant de faire leur service, ils vont toujours, par exemple, se taper leur raquette sur leur pied gauche, sur leur pied droit. J'ai Rafael Nadal en tête qui a beaucoup de ces petits patterns-là, justement. Est-ce que ça serait comme une façon de comme augmenter son sentiment de contrôle à la situation pour mieux performer par la suite? Possiblement. Là, je ne travaille pas personnellement avec Rafael Nadal, donc je ne pourrais pas te dire. Tu sais, encore, faut voir c'est quoi la fonction de ce comportement-là pour lui. Puis c'est là aussi qu'il faut amener l'athlète à être capable d'être flexible quand même dans ce qu'il va mettre en place avant une performance, parce que des fois, tu sais, on peut penser dans certains sports comme en ski, là, des fois, il y a un délai, là, il y a quelqu'un qui s'est planté dans la piste, puis là, il faut attendre 10 minutes de plus. Là. Fait que là, il faut gérer ces 10 minutes-là. Fait que si on est trop rigide dans notre routine, là, on va être désorganisé, puis ça l'aidera pas l'athlète. Donc, il faut amener l'athlète à pouvoir être flexible. Là. Donc, c'est vrai que dans certains sports, on voit, il y a vraiment comme on dirait des rituels ou des comportements. Quasiment des tics, là. Mais là, ça serait de voir. Mais oui, nécessairement, c'est un besoin de se sentir en contrôle, là. D'après moi, ça doit être relié à ça. Mais après, c'est de voir si c'est vraiment utile
ou si ça peut des fois être un piège qui fait que là, ça devient un peu rigide. Puis là, dès qu'il y a quelque chose qui nous fait en sorte qu'on ne peut pas faire le comportement, bien, on n'arrivera pas à bien performer. Il faut faire attention quand même à ça quand on le planifie. Là. Justement, ça m'amène à... ça me fait penser que la flexibilité au niveau des différentes ressources qu'on utilise, ça peut s'appliquer aussi finalement dans le quotidien. Dans le sens où on parlait tout à l'heure du fait d'avoir plusieurs ressources, plusieurs stratégies qu'on peut essayer d'appliquer. Je pense que le fait d'avoir plusieurs canaux finalement d'aide, ça peut vraiment aider à... En fait, ça peut s'avérer très utile dans les situations. On doit s'adapter, justement, comme là, dans le cas du skieur. C'est une chose dans le contexte sportif, mais dans le contexte étudiant ou peu importe dans la vie de tous les jours, c'est une habileté à avoir pour pouvoir gérer son stress et son anxiété, puis performer, peu importe le domaine où on se trouve. Très bon. Oui, très bon point. Puis même, ça m'amène à... Avec les athlètes de très haut niveau, ben ils n'aiment pas vraiment ça quand je leur dis ça, mais au final, l'inconfort doit devenir une habitude. Là. C'est vraiment ça qu'on travaille avec eux. En fait, c'est pas d'essayer d'être confortable le plus possible qu'on essaie qu'on les entraîne à faire, mais vraiment de savoir, vous allez être inconfortable, il va y avoir des imprévus, vous allez ressentir du stress. Puis ça, il faut que ça devienne une habitude. Il faut que ça devienne quelque chose que vous êtes capable de tolérer, prêt à envisager. Vous sentirez pas en contrôle. T'sais. Puis ça va même jusqu'à la confiance. Les athlètes souvent viennent me voir. J'aimerais que tu m'aides à développer ma confiance. Puis première chose que je leur dis, c'est la confiance, c'est overrated. T'as pas besoin d'être confiant pour faire une bonne performance. T'as à savoir sur quoi te concentrer, comment gérer les distractions, puis être capable d'être dans le moment présent, puis de laisser aller, finalement, les pensées anxieuses. Fait que ça revient probablement un petit peu au même dans la vie de tous les jours. C'est sûr qu'on aimerait être tous super confiants en nos capacités, puis avoir une bonne estime de soi-même, mais des fois, faut pas attendre de se sentir confiant ou d'avoir une bonne estime pour faire les actions. Des fois, c'est à force d'avoir fait les actions qu'éventuellement, le sentiment de se sentir plus à l'aise, plus confortable, plus confiant va venir, mais ça peut être long. Le confort doit être une habitude. C'est une belle caption à mettre sur Instagram, ça. Mais c'est vraiment un bon truc. Je pense que ça s'applique à beaucoup de domaines, finalement. Comme notre exemple tantôt des présentations orales, justement, le fait de l'expérience de le vivre, un peu comme les athlètes, justement. J'imagine un athlète qui vient de commencer tout jeune, à 18 ans, premiers Jeux olympiques, par rapport à un athlète que lui, c'est ses 3e, 4e jeux, ben là, c'est sûr qu'il a plus d'expérience, fait qu'il est mieux capable de gérer son stress, j'imagine. On l'espère, oui. On l'espère. Normalement, c'est ce qu'on observe aussi. Oui. Bon, je pense que finalement, on a fait le tour de nos questions. Donc, franchement, on est super reconnaissant du temps que tu nous as accordé pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Puis, je pense que l'ensemble des trucs et astuces dont on a parlé aujourd'hui, ça s'applique aux étudiants, ça s'applique aux athlètes, mais finalement à l'ensemble de la communauté universitaire, que ce soit les personnes qui sont des chargés de cours, les professeurs, les autres employés d'université. Donc, on est super content finalement d'avoir eu ce temps avec toi, Véronique. Donc, merci beaucoup. Puis, je pense que je vais profiter pour shout-out encore Actiflo, d'aller sur notre page Instagram, mais aussi aller sur la page Instagram de Explique Balado, qui est le balado que vous écoutez en ce moment. Puis, on est vraiment content d'avoir eu la chance de faire cette collaboration avec eux. Donc, je vois Thomas qui fait oui de la tête de loin, mais voilà, on est vraiment content. Donc, Félix-Antoine, je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc pour nos auditeurs. Oui, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Et justement, on vous dirige justement sur la page Explique Balado. Donc, il y a plusieurs informations là, avec l'activité physique, justement un peu le santé mentale aussi. Actiflo aussi, on a plein de bonnes ressources pour vous, ou sinon les ressources qu'on vous a mentionnées, comme l'aide à la vie étudiante, la permission. On a aussi le service d'orientation et de psychologie à l'université. Donc, plein de petits trucs pour vous à la maison. Donc, j'espère vous revoir éventuellement. Exactement. Tout sera en barre d'infos. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Véronique, d'avoir participé avec nous. Merci à vous. Très belle initiative des étudiants pour les étudiants. C'est wow. Là. Donc, c'est très, très beau projet. Bien contente d'avoir participé, d'avoir eu la chance d'être votre invitée cet après-midi. Merci. Merci.